Bonsoir, je ne sais pas si tout le monde me connaît, donc je me présente, Jean-Claude Roberdeau. J'ai donc organisé cette année une sortie, comme je fais depuis plusieurs années, une sortie dans le dévolu, une sortie d'une semaine. Donc nous étions en tout 15 participants et nous avons eu en même temps la visite de deux autres participants qui sont venus comme ça nous faire un petit bonjour. C'est-à-dire on a eu François Liotier qui est venu entre-temps et puis nous avons eu une amie qui est Vivi Samuel, la femme d'une personne qui nous a aidés certaines années pour faire certaines de nos sorties. Voilà, ça c'est pour la présentation. Donc je vous ai dit, on était 15 personnes en tout, 15 participants, plus les deux visiteurs. Alors là, nous sommes carrément au col du Festre, à l'auberge du col du Festre. C'est une auberge avec au-dessus, vous voyez la porte du gîte. Nous avons un gîte et il y avait un deuxième gîte pour prendre d'autres personnes du groupe parce que le gîte ne suffisait pas au niveau du nombre de places, du nombre de lits. Donc vous voyez, ça c'était l'ambiance du soir. Alors l'ambiance du soir, Les sages, nous êtes sages, pas si sages que ça. Hein, n'écoutez pas Joël, elle n'a pas toujours été sage. Hein, donc voilà, c'était notre table de repas. On avait notre coin à nous et nous étions bien tranquilles et nous avons été très bien servis au niveau des repas. Nous étions donc chez, je ne me rappelle plus du nom des propriétaires, Maxime et Manuela, et qui étaient des personnes charmantes. Ils arrivaient de Colombie, hein, lui était français, elle était colombienne, et ils sont venus avec deux chiens qui sont colombiens. Donc il n'y avait pas qu'elle qui était colombienne. Bon, ça c'est pour là. La première sortie, c'était donc le col du Noyer. Le col du Noyer, bon bah là c'était une petite sortie en haute altitude, je ne sais pas exactement l'altitude du col du Noyer, mais c'est autour de 2000 mètres, hein, peut-être un petit peu même en dessous de 2000 mètres. Hein. Donc le col du Noyer, et on a visité surtout les pelouses en redescendant sur le dévolu, c'est-à-dire à gauche de la petite maison qui est là. Donc il y a des travaux, c'était pour faire passer le Tour de France, mais bon, ce point-là ne nous intéressait pas, c'est plutôt la pelouse où on a pris la photo. Donc on a vu une très classique plante, c'est donc la Julia jaune 26 qu'on trouve en plaine. C'est une bugle qui aime bien les terrains calcaires. Alors là, vous en voyez une, mais c'est une plante qui peut faire de très belles touffes. Il y a d'un bleu assez sympa et qui pousse bien et qui, dans une rocaille, peut faire une très 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 belle plante. Et facile à cultiver. Et comme quoi, là-bas, on a quand même des influences un petit peu méditerranéennes, puisque nous avons la mélanchier, un mélanchier ovalis, qui était en fleurs fin juin. Et au passage, le sphinx, le petit sphinx de Lefort, c'est ça, hein, non, pas de Lefort, de la vigne. Donc le petit sphinx de la vigne, ça vaut quand même le coup de le photographier. C'est un des rares insectes que je vous ai mis. Il était tout neuf, hein, impeccable. Comment? Il était tout neuf, il venait de sortir. Il était tout neuf, oui. Il n'était pas du tout abîmé. Et donc, bon, nous avons poursuivi comme ça tout le long de la pelouse alpine, avec naturellement l'Antillis montana et avec sa variante blanche. Alors après on peut l'appeler comme on veut, variété alba, forme alba. Jusqu'à présent je n'ai pas su faire beaucoup les différences entre les formes, les variétés et les sous-espèces, parce que je crois qu'on n'est pas toujours bien clair là-dessus. Et ici, eh bien, un arabis qui est moins courante, hein, Arabis hirsuta. Alors là on est vraiment tout le massif du dévolu, c'est du calcaire. Hein, c'est ouais. Faut pas chercher de zone acide, ça doit être presque impossible. Et Erysimum nevadens, sous-espèce. Comment? Lycanensis, non. Vous voulez voir, non, c'est Conisparsum.
L'avantage de prendre des notes, quand même. Alors Gentiana Verna, alors ça on n'a pas vu des tonnes, hein, parce que Verna, les plus belles Verna qu'on peut voir, c'est souvent derrière les névés où on arrive à voir des belles touffes de Verna. Là on était en pelouse alpine. Alors il faut se méfier parce que par là il y a deux Verna. Hein. Ça c'est la Verna Verna qu'on a donc trouvé col du Noyer. Avec après des grandes classiques qu'on peut trouver en plaine, hein, puisque l'Ianthemum apollinum c'est encore une plante vraiment de calcicole à fond, hein, et qu'on a trouvé là-haut, mais qu'on peut trouver en plaine, hein, couramment. Alors quand on parle de plantes alpines, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup... Comment? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, la Linaria supina, la Linaire couchée. Ah, oui. Alors c'est une plante qui a beaucoup de variations. On a des variations qui sont un petit peu plus colorées, qui sont un peu plus hautes, qui sont plus couchées, plus érigées. Il y a beaucoup de formes différentes dans cette linéaire. Et j'en connais quelques pieds carrément sur le quai de la gare de Bourg. Entre deux fissures. C'est quoi qui les a dit? Celle-là, maintenant, dans le Maréchal, on a trouvé deux endroits. On a trouvé une à Montrichard, sur un muret, et là, sur le quai de la gare de Blois. Hein? Donc c'est une plante pareille, hein, très facile à cultiver. Donc on n'est pas obligé d'avoir des plantes toujours difficiles qu'on va chercher très loin. Alors là, c'est un petit peu pour vous embêter un petit peu. Je me suis amusé cette année à faire certaines plantes. Là, c'est une lusule, hein. C'est ce qu'on appelait la lusule nue temps en temps. Et puis depuis qu'on a fait, on a travaillé sur les ADN, la lusule nue temps, c'est devenu l'usula pediformis. Bon, pas toujours très facile. Parce que quand on a fait une vie de botanique et puis qu'il faut changer la plupart des noms, eh bien j'aime mieux vous dire que ça fait un sacré mélange des fois. Bon. Mais c'est joli, hein, c'est assez graphique comme plante. Et puis bon, certaines personnes qui sont là vont dire si Robert n'a pas mis d'orchidée, c'est qu'il n'est pas égal à lui-même. Oui, oui. Donc voici Neotinea ustulata, un petit groupe. Mes photos, j'étais pas en forme cette année. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais des problèmes de réglage. Pas terrible. C'était pas toi, c'était Hein? C'était pas toi, c'était l'appareil. Non, mais je me suis posé la question si c'était l'appareil, puis à la fin je me demande si c'était pour moi. On dirait pas. Parce que quand même le fouillis derrière, si j'avais pu faire un petit peu plus de flou derrière et puis la plante plus nette devant, mais ça aurait été pas plus mal. Là, vous ne pouvez pas la louper celle-là. Hein. Pedicularis comosa. En général, on trouve une tige par-ci, une tige par-là, hein, dans ces stations. Là, j'ai une grosse touffe. Alors, la particularité de ces plantes. Alors, depuis qu'elles ont changé de nom, tout ça, c'était des scrofulariacées. Ouais. Les scrofulariacées, quand vous regardez aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Hein, à part les scrofulaires, bien entendu. Par contre, vous avez des plantes qui sont devenues des orobourchassées. Et ce n'est pas idiot du tout. Les gens vont dire « Oh oui, mais… » Eh bien, vous remarquerez que toutes ces plantes qu'ils ont mis dans les orobourchassées sont toutes des plantes parasites, au moins hémiparasites. Et en plus de ça, quand vous les séchez, elles ont le même travers, c'est qu'elles deviennent toutes marron, toutes dégueulasses, hein, comme les orobourches. Donc, on peut se contenter des photos. Comment on se contente des photos. Donc, Pedicularis comosa. Bon, Primula viris, variété columnée. On est en fin de floraison. C'est notre coucou, hein, de chez nous, mais la sous-espèce avec des fleurs plus grosses que celles qu'on trouve en plaine en général. Hein. Les fleurs se détachent beaucoup plus, la forme des feuilles est différente d'ailleurs, la pilosité est différente, mais voilà, hein, donc c'est une sous-espèce d'une fameuse Primula viris, sous-espèce viris que nous on va trouver partout et qu'on appelle le coucou, mais qu'on trouve en montagne celle-là. Alors là, pareil, regardez, Saxifraga granulata, je ne sais pas si vous connaissez ce saxifrage. C'est un saxifrage très courant en plaine, surtout dans les zones acides. Là, on est en pleine zone
alcalines, hein, mais surtout dans les zones acides. Nous, en Sologne, on en a des champs. Mais la fleur est un petit peu plus petite, elle est moins serrée, elle est moins... Là, elle est quand même beaucoup plus jolie que ce qu'on va trouver nous en plaine. C'est un saxifrage, alors est-elle vraiment vivace? Je n'en sais rien. Parce qu'on nous amène un tas d'informations. Cette plante-là, elle s'appelle granulata, Saxifraga granulata, parce qu'elle a quelques petites bulbilles au pied, mais quand elle va sécher, elle perd des bulbilles, ils repoussent pas, on les retrouve pas, donc c'est pas toujours évident. Hein, parce que j'en ai dans ma rocaille, je n'ai pas besoin de les semer, elles sont venues toutes seules. Hein. Alors là, la photo est très laide. La photo est très laide, parce que je n'ai pas eu le choix. On n'a retrouvé que 3 pieds à proximité. C'est Viola alba, la vraie Viola alba. Hein. Attention, parce qu'on a trouvé beaucoup de choses. Viola alba, qui est... souvent, c'est des odorata de forme blanche, mais la vraie Viola alba. Donc, c'est pas du tout le même pied quand vous l'observez. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça, pendant que je sois dessus, pour vous montrer les différences. Donc, vraiment, la Viola alba bien blanche, je crois que c'est la première fois que j'avais de ma vie. Alors que les Viola alba que je connais, c'est souvent la sous-espèce d'énartie qu'on va retrouver en grande quantité violette, mais dans grande quantité dans la Sainte-Baume. Vous voyez. Donc c'est vraiment pas évident de la trouver. Donc j'en ai trouvé 3 pieds. Et puis là, alors là, bon, ça c'est pour vous annoncer la journée d'après. La journée d'après, c'est le lundi 17. Lundi 17, nous avions déjà la visite donc, de François, et puis attendez que je ne dis pas, oui, de François et de Vivi, donc ils venaient nous voir. Donc là, ce jour-là, on a fait 2 groupes. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que la personne qui nous a trouvé le gîte, qui nous a trouvé les sites, a passé la semaine avec nous. C'est Pierre Rome. Pierre Rome, c'est le monsieur, jusqu'il y a 2 ans, qui faisait, pour les gens qui allaient faire du ski à Pralou, c'est lui qui faisait les belles pistes pendant la nuit, pendant que nous on dormait. Ouais. C'est un, comment dire, un bon sportif. Il est bon en botanique aussi. Hein. Un bon en botanique. C'est sûr. Hein. Et donc je l'ai connu avec Jacques Samuel, donc le mari de Vivi qui est venu ce jour-là, avec qui était ami, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et comme lui, il est bénévole, lui, il m'a trouvé le gîte, il m'a trouvé les stations, il est venu me donner un coup de main dans les stations. Et lui, comme c'est un bon montagnard, et moi je suis un vieux bonhomme qui marche presque plus, il faut dire la vérité, on a fait 2 groupes ce jour-là. On a fait 2 groupes, on a fait un groupe des gens qui marchent. Parce qu'on ne voulait pas quand même qu'ils soient toujours à la traîne derrière nous en disant mais qu'est-ce qu'on fout là avec ces gens qui sont des pieds cassés là. C'était Maxime Rome. Comment? C'était Maxime Rome. Non, c'est Pierre Rome qui s'appelle Pierre Rome. Hein, il habitait à Barcelonnette. D'accord. Hein, et maintenant il habite à Digne. Oui. Elle l'a dit, Marie. Oui. Bon, je n'ai pas entendu. Il faut que je retrouve la case. Donc, il fait beaucoup de vélo et autres. Alors, quand il fait du vélo, il monte le col et puis subitement, il aperçoit en bas une pivoine qui descend. Vous voyez un petit peu le genre. Et un gars charmant, en plus de ça. Adorable. Hein, qui a beaucoup contribué à la bonne ambiance. Il faut le dire franchement. Donc moi, dans mes écrits, je l'ai appelé Pierre le Montagnard, parce qu'il y avait 2 Pierre, il y avait Pierre Rome, mais naturellement, il y avait un deuxième Pierre qui aimait les osios, là, hein, que vous connaissez tous. Hein. Donc voilà. Hein. Donc les gens qui marchaient bien là-haut, donc ils sont partis en altitude. En altitude, ils ont été dans le vallon des Aiguilles. Direction du col des Aiguilles. Col des Aiguilles. Le col des Aiguilles, qui est au-dessus, hein, mais ils sont quand même montés à 2000 mètres hein, quand même. Hein. Et nous, on est restés sur notre balcon pour aller vers la cascade de Saute-Port, sans trop se presser et sans trop se fatiguer.
Donc voilà la raison pour laquelle on a fait le groupe, et les gens qui marchent bien étaient très contents, et puis ceux qui marchent moins bien, ils étaient très contents aussi. Bon, c'était le but. Donc naturellement, tout le long de nos pérégrinations, si j'avais pas encore revu l'orchidée, il y en a une qui se balade par là, c'est l'orchis grenouille Dactylorhiza viridis, qui a été longtemps appelée Céloglossum viridé, pour les gens qui l'ont connu sous ce nom-là. Que l'on trouve naturellement à toutes les altitudes, mais quand même les plantes de haute montagne sont des plantes beaucoup plus compactes, beaucoup plus courtes et beaucoup plus colorées, puisqu'en général les plantes de plaine sont plutôt vertes et les plantes de montagne sont plutôt rouges. Donc l'orchis grenouille, qui est devenue une dactylorhiza. J'adore les dactylorhizas. Ça emmerde les orchidophiles, vous ne voulez pas savoir, quand on leur parle des dactylorhizas, eux ils parlent que d'ophrys, moi je leur parle de dactylorhiza, ils partent tous en courant. Alors, tout le long, on a donc trouvé Globularia cordifolia, qui est une grande classique, avec naturellement Daphné cneorum. Alors, je parle de cneorum, on n'a pas vu la Daphné mesereum, qui est beaucoup plus printanière. C'est en forêt plutôt, non? Non. C'est mesereum en plein dans les pelouses alpines. Hein. Ah oui. Ah oui. Qui est sur calcaire, alors qu'elle est vendue dans les pépinières comme plante de sol acide. Alors qu'on la trouve en plein calcaire dans toutes les Alpes françaises, vraiment un truc où vous vous demandez où est-ce qu'ils ont trouvé des sols comme ça, avec des pH aussi bas. Non, c'est pas vrai. Hein, vous en trouvez. Il y en a une autre qui s'appelle Alpina, non peut-être? Alpina, elle a les fleurs blanches. Oui, elle est blanche. Elle est blanche. Hein. Celle-ci, on la trouve dans le sud des Alpes également. Nous, on l'avait trouvée avec la Saja. On a dû la trouver dans les gorges Saint-Pierre, du côté de Colmar-les-Alpes. Donc des plantes vraiment de sol calcaire. Bon, alors là, est-ce que je dois dire le nom? Tout le monde la connaît, celle-là. Eyanthemum numularium, sous-espèce numularium, c'est l'éyanthème de base, hein, qu'on trouve partout. Avec après, c'est dommage, c'est ni en fleurs ni en fruits. En fruits, c'est superbe, ça fait des petites boules noires brillantes. C'est le Rhamnus pumila. Alors ce Rhamnus, c'est les nains. Il prend la forme des rochers, il est sympa comme tout. Hein. Bon, la fleur est jaunâtre, elle n'est pas terrible. Donc voilà, hein, c'est un très bel arbuste. Bon, vraiment, qui reste vraiment une vraie plante de rocaille. Hein. Les arbustes de plantes de rocaille, on nous vend souvent des petits arbustes nains qui finissent par faire des plantes immenses à la fin. Là, ça reste toujours petit. Un autre truc, Veronica prostrata. Ça c'est mignon comme tout. Qu'on pourrait confondre avec Veronica camedris, hein. Mais ça fait des touffes beaucoup plus serrées, beaucoup plus compactes. Et les feuilles sont différentes. Donc c'est Vicia onobricoides. La carène peut être carrément blanche, hein, sur cette veste. Hein. Parce que là, vous voyez une carène qui est plus claire, qui est bleu clair, mais elle va du blanc au bleu clair. Et là, bon, c'est une superbe veste. Bon, alors ça, je l'ai mis parce que tout le monde la connaît. Voilà. Alors, calcarata ne veut pas dire j'aime le calcaire. Ça veut dire avec un éperon. Voilà. Quand vous voyez une plante qui est appelée calcarata, ou longicalcarata, un long éperon, calcarata, ça veut dire une plante avec éperon. Hein, donc, Viola calcarata, c'est une espèce calcarata, plante qui est polymorphe surtout au niveau de ses couleurs, même un peu de ses formes, hein, qui va passer du blanc, du jaune, du violet, vraiment toutes les couleurs intermédiaires.
plante qu'on trouve souvent après la fonte des neiges, hein, en haute altitude. On va passer l'équipe de Pierre. Alors Pierre Rome, vous ne le voyez pas. Il a pourtant, c'est dommage, il a des belles moustaches, mais on ne le voit pas, c'est lui qui prend les photos. Là, c'était le groupe qui était avec Pierre. Et voilà ce qu'ils ont vu. Alors j'aime mieux vous dire, là c'est une photo de Pierre. Une forêt de... Le forêt de Sambucina, de Dactylorhiza sambucina. Comme la pierre. C'est magnifique. Il y a les En plus, il y avait les deux couleurs. Mais là, alors, Maria. Sambucina, normalement, en majorité, c'est du jaune, avec quelques pierres rouges. Et quand vous descendez vers le sud, plus c'est rouge. Quand vous arrivez, par exemple, au niveau du col des Champs, hein, Colmar-les-Alpes, en Trône, hein, dans tous ces coins-là, c'est la limite entre les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, pardon. Là, vous avez 90% de rouge et 10% de jaune. Alors que partout, en général, c'est le contraire, c'est 90% de jaune et 10% de rouge. Alors certains vont vous dire que ça, c'est l'hybride entre les deux. Ça, Balou, ça n'a jamais été un hybride, c'est une forme intermédiaire, bon, la ligne. Hein. Donc ça, c'est la variété Zimmermanni. Voilà pour donc Zimmermanni. Alors quelquefois, vous avez du rouge et du jaune dedans. En Zimmermanni, vous avez les deux coloris aussi. Mais ça, ce n'est pas le Dactylorhiza. C'est l'Orchis ovalis. Alors, Orchis ovalis, vous les gens de plaine, vous connaissez Orchis mascula. Vous retrouvez la même chose avec des feuilles non tachetées. Et puis, comme on dit, avec le bout des lobes, des sépales, des pétales, hein, tout ça beaucoup plus pointu et beaucoup plus acuminé. Hein, et c'est donc Orchis ovalis qui est très proche de masculin, mais qu'on trouve à partir des Alpes et après en Italie. Il me semble qu'on avait appelé masculin. Comment? Il me semble qu'on avait appelé masculin, mais on a dû se tromper. Non, non, c'est ovalis. Pinguicula alpina, hein. Bon, bah, alors, nous sommes dans le dévolu. Pour trouver une plante de milieu humide, eh ben, il faut avoir beaucoup de chance. Et là, ils ont eu de la chance. Parce que le dévolu, c'est comment dire, c'est pas une éponge, c'est non, c'est tellement poreux qu'il n'y a pas d'eau qui reste au-dessus. Tout passe à travers. Ça fait un peu comme quand vous êtes sur le Vercors, c'est un petit peu comme quand vous êtes sur la Saint-Baume, avec tous ces massifs de calcaire, avec des lapiades et tout ça, ça passe à travers et ça va ressortir en source à la base. Hein, Le Rabou, c'était très humide. Hein. comment? Au col du Rabou, c'était très humide. Oh non. À part les 2-3 sources où on était, c'est un des rares Il y avait des coins, catailles, il y avait- mais c'est le seul endroit où on a trouvé quelques milieux humides, mais pas énorme. Il y en a pas beaucoup. C'était quand même pas énorme. Hein. Donc, Pinguicula alpina, qui se reconnaît bien avec ses feuilles un peu enroulées, sa fleur blanche, un petit peu ensautianée pour les feuilles, hein. Ça se reconnaît bien. Avec Primula, ce que vous avez appelé auricula. Alors, auricula, c'est l'ancien nom qu'on donnait. L'auricula, c'est une plante qui doit être d'Italie ou je ne sais pas trop où. Et celle-ci, celle qu'on trouve en France, ne serait pas auricula d'après Flora Gallica. Hein. Moi, je prends. Là, c'est les noms de Flora Gallica. Hein. Donc, il faut quand même vous donner la base. Hein. Comment? C'est ce qui fait autorité maintenant. C'est ce qui fait. Bah, oui, non, mais je suis obligé de le prendre. Hein. Ouais. Ça paraît logique. Donc là, vous avez cette plante, c'est l'oreille d'ours, hein, si vous préférez. Ouais, Hein. C'est Primula lutea, sous-espèce lutea. C'est pas évident, hein, parce qu'on part sur des mauvais. La semaine suivante, elles avaient disparu. Ah ouais, j'étais déjà en fin de floraison. Hein. Ouais. Hein. Je suis revenu. Mais... Là, donc, c'est Vaccinum viticidé, donc c'est là, je sais pas ce que. J'en ai pas vu, ben, vous en avez, apparemment, vous l'avez vu là-haut. Les raids. Alors. Là, c'est un autre point.
Là, c'est un autre coin. Là, c'est un jour, on est descendu Pour la plaine. dans la plaine, c'est une façon de parler. Hein. Donc, au niveau de Vennes, hein, donc, C'est très bon, là. en dessous du dévoluy, quoi, à la base du dévoluy. Donc, nous sommes à la Roche des Arnaud. Roche des Arnaud. Ça, c'est une zone humide. Je n'ai pas fait de photo de groupe. J'ai pris une vieille photo de groupe de l'SFO. Je vous dis franchement, là j'ai triché. Hein. Bon, on a le droit de temps en temps, à partir du moment qu'on l'avoue. C'est pas un problème. C'est pour vous montrer le site. Alors vous avez la rivière qui passe derrière et qui va repasser sur le côté. Et il y a un gros problème. C'est-à-dire que ils n'ont pas évolué depuis 50 ans. Ils ont pris la pelleteuse et ils ont recalibré le torrent, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait un beau fossé tout droit. D'accord. Bon. Et cette zone-là est devenue presque sèche. Et on a perdu la majorité des orchidées. Bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez Herminium monorchis. Oui. Herminium monorchis est une orchidée qui est peu courante, de zone humide. Il y en avait des milliers. Vous n'en trouvez plus un. Pourtant, elle est rare. Comment? Pourtant, elle est rare, oui. Elle est rare. C'est dommage hein, de perdre un titre comme ça. Et puis bon, il reste encore quand même des choses intéressantes, puisqu'on va quand même, juste en rentrant, il y avait un champ de blé. Hein. Donc là, c'était pour montrer le site de la Roche des Arnaud, mais en arrivant, on arrive sur un champ de blé avec l'Adonis estivalis. Alors ça, c'est une plante messicole, pour les gens qui ne la connaissent pas, qui est traitée en annuel ou bisannuel, on peut dire. Elle est à cheval sur 2 ans, en général. On devrait dire bisannuel. C'est quand même beau, hein. C'est quand même une plante que... Magnifique. Hein, elle était assez haute, hein. Oui. C'est bien simple, je l'ai vu de la voiture, hein. J'ai vu cette tache. Il y avait... Non, mais on la voyait bien. Hein. Donc, on ne pouvait pas la louper. J'étais obligé de leur montrer quand même ça, parce que c'est sympa. Alors, les Adonis, en France, sont en voie de disparition. Alors, dans montagne, on en trouve encore. Elles sont en voie de disparition. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes messicoles et qu'elles ont été victimes des herbicides, tout simplement. Hein? Il y a des zones où elle est en grande quantité. Vous prenez en Champagne pouilleuse, hein, par exemple dans l'Aube, il y en avait partout, et puis maintenant on n'en trouve plus la qu'une. Hein. On trouve un petit peu en bordure. Ouais, de temps en temps. Bon là, ça valait le coup comme du plèvre. Alors en même temps, eh bien, Joël, voilà la plèvre à feuilles rondes que je te disais qui était avec, qui elle aussi est une bisannuelle qui était à côté, hein, qui est aussi une messicole, qu'on trouve en grande quantité dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes de Haute-Provence, parce qu'ils le traitent très peu. Hein? L'Adonis aussi, j'en ai vu un plein champ, près de Fort-Calquier. Un champ Ah mais Fort-Calquier, ça ne m'étonne pas. Ouais. Mais alors, il faut se méfier parce que là, on a Estivalis, mais on a souvent Flammula aussi. Ah ouais, ça va. Et puis, il faut regarder les fruits pour la déterminer. Donc, moi, j'y arrive sans les fruits, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, il faut regarder les fruits. Avec naturellement le miroir de Linus, hein, les Goulia speculum veneris. Encore une messicole. Encore les messicoles. J'ai gardé les messicoles ensemble, hein, je ne les ai pas. Ah oui. Je ne les ai pas mis par ordre alphabétique, il ne fallait pas exagérer. Donc tout ça, c'était sur une bordure de champ, hein, sur quelques dizaines de mètres, hein, en bordure de champ. Donc c'était notre arrivée. Et après, on rentrait dans la zone humide, où là, vous avez Anacanthis palustris, très proche d'une autre Anacanthis, qui est Anacanthis laxiflora. Alors l'Anacanthis laxiflora, vous regardez le lobe central du labelle, hein, alors non, Anacanthis palustris, le lobe du labelle central, c'est celui quand vous voyez à droite, quand vous voyez les plantes de profil de droite, qui est plus long que le lobe latéral sur le côté. Si vous prenez l'axiflora, le lobe central est presque inexistant, donc il est plus court. Donc c'est une façon de le reconnaître. Anacanthis palustris, c'est quand même une plante relativement rare.
Là, il y en avait une grande quantité, mais c'est une plante qui est relativement rare, qui mériterait des protections. Elle n'est protégée nulle part, on n'a jamais rien compris. Bon, ça c'est autre chose. Bon, une plante intéressante. Avec, bon, plante beaucoup plus courante, qui est Anacanthis pyramidalis. Anacanthis pyramidalis, elle est tout rond, tout petit. Vous n'avez pas des tonnes, hein, elle était en milieu humide, hein, c'est quand même pas son endroit. Hein, et c'est depuis qu'ils l'ont asséché que cette plante est arrivée là. Voilà. Donc c'est dans la zone où il y a le fameux herminium, hein, et voilà ce qu'on trouve à la place. On va trouver, alors c'est un petit peu plus loin, ça c'est pour vous embêter un petit peu. Hein. Alors cette année, j'ai la joie de vous dire que je me suis amusé sur les carex. Je vais reprendre mon Carex dioica. Hein, alors Carex dioica, normalement la tige et chaque fleur c'est un épi normalement, donc, et les épis de ce groupe-là n'ont qu'une fleur. Hein, donc ils appellent ça les monostachiers, qu'importe. Hein. Mais la différence avec les autres carex, c'est une espèce qui est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles, il y a des tiges mâles et des tiges femelles. Hein. Donc cette plante est dioïque, avec un autre carex, Carex lepidocarpa. Hein. Alors ça, c'était dans un petit endroit bien humide, bien sympa. Mais ça, je ne vous ai pas mis pour la beauté. Hein. Vous dire qu'on s'amuse bien de temps en temps. Et à côté, il y avait ça. Ça reste une de mes orchidées préférées, hein, je dis franchement. Donc c'est Phalanthera rubra. Après, comme on est dans la zone humide, Epipactis palustris. Ça, si vous avez l'occasion de rencontrer ça, ce sont des petites merveilles. Et souvent, dans les zones humides où il y en a souvent de grandes quantités. Là, on en a vu très, 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 très peu parce qu'elle était en tout début de floraison. Hein. Et j'en suis sûr qu'on serait venu 10 jours après, il devait y en avoir 1 million en fleurs. Hein. Avec ça qui est venu à la place des herminiums, il y avait, ça n'existait pas avant qu'ils aient asséché la prairie. Là, c'est un Ophrys abeille, Ophrys apifera, et comme vous voyez, c'est la variété qu'on appelle bicolore, c'est-à-dire que vous avez la moitié du labelle qui est foncé en bas, hein, et puis clair en haut. Donc c'est la variété bicolore. Hein. C'est assez joli d'ailleurs. Après, je reprends des plantes un petit peu plus de jardin, même si c'est une plante qui est relativement courante. C'est une prunelle, Prunella laciniata. C'est une brunelle, bon, cette brunelle est vraiment des sols calcaires. Hein. Prunella laciniata. Toujours à fleurs blanches, feuilles très découpées, sol calcaire, c'est elle. Là, on en a vu 2 pieds en tout, hein, pendant tout notre séjour. Je pense qu'en France, c'est peut-être le plus beau trèfle qu'il y a. Il y en avait très peu, il y en avait qu'un. Oui, on en a vu un autre ailleurs, hein, je crois. Hein. Mais là, il n'y en avait qu'un. C'est le plus beau trèfle en France, Trifolium rubens. Moi, je le trouve en plaine, je l'ai trouvé sur les bords de l'Anglin, du côté du Blanc. C'est le seul que j'ai trouvé en plaine. Autrement, en montagne, alors quand il est bien fleuri, ça me fait une fleur immense. Avec une grande classique des sols calcaires, Empiricum lilienne. Avec une des rares Campanula alpestris qu'on a pu trouver cette année-là, alors qu'il y a des années on en trouve des milliers, là on a trouvé quelques-unes. Là on est monté à un autre endroit qui est à Montmort, au col de Gasparon. Hein. Donc ça c'est l'après-midi après le pique-nique. Donc là on monte là-haut, il fait plus sec, on a des talus, des bordures de chemin avec des petits éboulis, donc cette plante-là, la Campanula alpestris, qui se trouve là, avec des choses assez surprenantes.
comme cette plante qui est excessivement rare et qui est en régression en France, qui est Orchis tilseli. Ah, mais Ça nous a bien occupé. Hein? Ça nous a bien occupé cette plante. On a vu beaucoup. On a vu combien de Une dizaines? quinzaine, ouais. Une quinzaine, ouais. Mais c'était pas facile à trouver. Pas facile à trouver. Avec, bon, j'ai quand même mis, hein, Laserpitum gallicum, c'est pas toujours facile à photographier, c'est des grands machins. Et puis alors, on les apiacés, je suis fâché avec. Hein. Avec Rosa spinosissima, qui a donc changé de nom, puisqu'avant elle était dans les flores anciennes. Les très anciennes, c'était spinosissima. Les flores suivantes sont devenues Pimpinifolia. Et maintenant, sur Flora gallica, est revenu à spinosissima. Voilà. Hein. Donc spinosissima, qui est une plante qui rajeunit beaucoup, qui fait des cynorhodons noirs, bruns ou noirs. En montagne, ils sont souvent bruns. Et quand moi je les ai vus sur une dune à Etel, où là ils sont rampants, ils font 20-30 cm de haut, et un pied peut couvrir une dune. C'est assez surprenant. Et quand vous arrivez qu'il y a ce qu'on appelle les graccules, hein, les cynorhodons, et ces fruits qui sont noirs comme de l'encre de Chine, c'est assez fabuleux. Bon, ben, Verbascum Thapsus sous-espèce Montanum se reconnaît à la pubescence qui est rousse, un petit peu rousse, là, bon, elle est un peu jaune en même temps, mais les feuilles sont un peu jaunes, mais la pubescence est rousse alors que la Thapsus sous-espèce Thapsus est une pubescence blanche. Et là, on voit là, mon Dieu. Alors, nous avions une personne qui voulait une chambre au sol, donc elle a payé sa petite place un peu plus chère comme tout le monde, mais tant pis pour elle. Et bien, au lieu d'avoir une chambre, elle a eu une yourte dans le pré. Ah oui. Donc, c'est Paulette, que l'on ne voit pas là. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle est sur un côté, je ne sais pas où, hein, assez cachée. Elle est dans sa yourte. Ben, on est dans la yourte là. Ah, mais c'est un magique, Vous êtes chez Paulette alors. On est Il y chez avait un grand Paulette. lit. C'était- Très grand lit. Hein? Il y avait un très grand lit. Bah, ils étaient Son tous assez dessus, anniversaire. regardez. La brochette. Donc, c'était son anniversaire. Donc, le soir, on a fêté l'anniversaire de Paulette. Vous avez vu le temps, il n'est pas terrible. Hein. Oh, non, mais ça allait là encore. Oui, enfin, Il a eu pire, hein. Non, on a eu une journée qui n'était pas. C'est le col du Rabou, là. Du quoi? Le col du Rabou. Col du Rabou, faut monter dans c'est un chemin de terre, hein, un chemin de pierre. Et puis on le passe pas en voiture, hein, parce que si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Hein. 4x4, oui. Mais je monte, mais même pas en 4x4, hein, mais je monte pas avec vous, hein. Parce que même quelqu'un à pied, c'est très dangereux. Non, votre côté c'est le vide. Ah oui, Ah, d'accord. au col, là-haut, oui. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Hein? Vous n'êtes pas monté au col alors. Si, Si, si. Quand même. nous on n'a pas été plus loin parce qu'on se casse la gueule. Non, c'est l'autre côté que c'est abruti. Ah oui. Alors, le col du Rabou, nous, on a visité la partie avec les pelouses là, et ça s'appelait le pré du col. Hein, bon, c'est la partie là. Mais avant, on a fait un arrêt. Alors, à l'arrêt, il y a tout le monde qui est là. Et voilà notre ami Pierre avec ses moustaches. Hein, à gauche. Bah non, parce qu'à droite, c'est pas la mi-pierre. Hein, c'est- Non, c'est pas ami Pierre. C'est quelqu'un qui a les genoux sales. Donc là, nous sommes, le col du Rabot, première année, ça s'appelle Piochenu. Alors on s'est arrêté là. Pourquoi? Parce que Pierre nous a dit, il y a une zone humide, il faut que je te montre quelque chose. Bon, on va voir la zone humide. Hein. On va voir le quelque chose, puisque il paraît que je suis spécialiste dactylorhiza. On va se mettre dans les dactylorhiza. Hein? Alors, celui-ci, il est plus proche de Dactylorhiza angustata qu'on trouve dans le Dauphiné, mais ce n'est pas un angustata, même s'il est proche, parce qu'il était mélangé avec Dactylorhiza alpestris. Et là, il en a eu au moins pour une demi-heure pour leur expliquer ce qui se passait, Les seins hybrides. parce que c'est ce qu'on appelle un essaim d'hybride. Alors, vous imaginez les deux premières plantes qui se rencontrent, fait une F1,
je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une F20, hybride de première génération, donc le premier hybride. Comme les plantes ne sont pas stériles, peuvent se féconder, font des F2, puis après F3, F4, F5, et avec les lois de Mendel, vous voyez toutes les différences qui peuvent ressortir par derrière. En plus de ça, il peut y avoir un des parents Ouais. qui reféconde un hybride, et à la fin, on est sur ce qu'on appelle un essaim hybride. C'est-à-dire, là, il y avait peut-être plusieurs centaines de plantes. Je ne vais pas compter le nombre de plantes, hein, il y avait plus de 100 plantes en tout cas, qui étaient toutes hybridées. Alors on appelle ça un essaim d'hybride. Essaim d'hybride entre Angustata et entre Alpestris par Angustata, parce qu'il faut les mettre par ordre alphabétique. Mais c'est pas pour ça que ça soit une pure Angustata, puisque quand vous regardez les lois de Mendel, petit à petit, vous avez ce qu'on va appeler une régénération de l'espèce. C'est toujours une plante hybride, mais qui ressemble à ses parents, à un de ses parents. Et je ne vais pas aller plus loin parce que vous en avez pour une soirée, mais c'est comme ça, quand vous vous déplacez dans toute la France, et surtout sur ce genre de plantes qui s'hybrident très facilement, vous allez regarder des plantes, et bien partout, vous ne retrouvez pas les petits. Vous allez retrouver par exemple une Dactylorhiza maculata qui, dans le Jura, va avoir une gueule. Quand vous êtes en Savoie, elle a une autre gueule. Et puis, comme ça, partout où vous avez une maculata, il n'y en a pas une qui se ressemble et qui a souvent les caractères d'autres plantes qui sont proches. J'arrête là parce qu'on peut en aller encore plus loin. Avec Transenera globosa qui était dans le coin. Hein? On a vu très peu. Ah, ouais, 2 ou 3 développés. Non, il n'est pas beau. Mais ben, je ne crois pas que c'est plus net sur l'appareil que sur le mur. Ça, c'est une photo de Pierre. Alors là, on arrive auprès du col, près du col, où il y avait des sources captées. Ouais, ça se voit. Hein, il y avait des sources captées, ça se voit comme vous voyez. Avec naturellement les trop-pleins qui repartent en torrent. Et dedans, ben, vous avez ça. Vous avez un champ de Calta palustris qui sont plus petites que celles qu'on trouve en plaine, bien entendu. Hein, mais ça vaut le déplacement, un champ de Calta. Hein, j'aime mieux vous dire que c'est beau. Avec, histoire d'embêter le monde. Oh ben non, ça c'était un C'est tout endroit. en haut, ça. Ça c'était en haut, ça. On avait Androsas vitaliana. Alors ça, vous voyez, la plante elle était comme ça, hein, où je l'ai pris. Hein. Donc j'ai essayé de les prendre quand il n'y avait personne qui me voyait trop, mais au niveau sécurité, je ne voulais pas que les gens venaient trop. Hein, voilà. Avec Antenaria dioica. Alors pareil, hein, dioica, ça veut dire que vous avez des plantes qui sont femelles et des plantes qui sont mâles. Là, je ne saurais pas les reconnaître. Hein. Je pense que là, on est sur des plantes qui sont mâles. Et les femelles doivent être... Les autres sont roses. Les autres sont roses et puis le capitule est un peu conique. En même temps, hein, je crois. Avec Astragal danicus, Astragalus danicus, qui est une petite astragale qu'on va trouver dans les pelouses alpines. Avec, bon ça, le Botricium lunaria, c'est pas une plante rare, hein, mais il est tellement sympa celui-là. Hein. Comment? Elle est belle la photo. Oui, c'est original. Hein. Elle est sympa. Hein. Les vieux démons sont là. Un petit carex, Carex zavaliana, qui est du même groupe que le petit dioica, sauf que l'inflorescence est beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante. Hein. Et toujours un petit carex, mais là c'est un paniculata. Lui, quand il va être bien fleuri, un peu plus grand, ça va faire panicule un peu comme un millet, hein, quand il va être bien fleuri. Paniculata, encore un carex, qui est d'un autre groupe. Carex, on a 150 et des bananes hein, en France, hein. Avec quoi s'amuser. Encore un carex sans pervirins. Alors sans pervirins, c'est pas facile à prendre, hein. C'est tout fin. Hein, c'est pas facile, j'ai essayé, j'ai pas réussi, la preuve. Mais on en a trouvé sur toutes les pelouses alpines du coin. Hein.
Et puis quand même, de temps en temps, un Dryopteris villarsi, qui se reconnaît bien avec ses tiges très érigées, très droites, hein, dans les éboulis, en général entre les rochers, toujours entre les rochers. Et ça, alors ça, là, il fallait que j'en mette une quelque part, hein, quand même, parce que C'est beau. moi, j'en ai mis qu'une, mais vous seriez venu avec nous, vous en auriez vu des milliers. Alors, Il y en avait aussi quoi, des aiguilles, plein. c'est la plein, hein. Sur ces coteaux calcaires, en moyenne altitude surtout, hein, vous avez ces grosses touffes des Gentiana angustifolia. On trouve souvent dans nos jardins, on cultive souvent Gentiana corbariensis, qui ressemble à celle-ci, qui vient des Pyrénées. Alors souvent, elle est confondue avec d'autres gentianes. Bon, quand on voit le feuillage, quand on voit l'époque de floraison, quand on voit beaucoup de critères, il n'y a rien à voir avec la gentiana lacrome. Donc angustifolia. Et en haut, Oui. Une autre. une autre gentiane verna, la sous-espèce Delphinensis. Alors, je leur ai demandé, moi je l'ai fait, je ne sais pas si toi tu étais avec nous, Oui. est-ce que tu l'as fait avec les feuilles en bas? Oui, je les ai Parce que je t'ai dégagées. demandé, hein. Ouais, parce qu'elles sont- Pourquoi? Parce que c'est le critère. Ouais. C'est le critère. Cette feuille très fine, très allongée, c'est le critère de la verna sous l'espèce Delphinensis. Voilà pour la gentiane Delphinensis, qui est une petite verna, hein, qu'on trouve rarement en touffe, hein, qu'on trouve toujours une plante par-ci, une plante par-là, très très éparpillée. Hein. Bon, bah, dans la zone humide, on a trouvé Geum rivalé, hein. Geum rivalé qui n'est pas une plante rare, mais qui est toujours superbe. Moi, je l'aime, celle-là aussi. Mais qu'est-ce que je n'aime pas? Autre chose. Minuarcia rostrata, qui est une minuarcia qui est assez raide, assez fine, qui aime bien les zones très ensoleillées. Donc c'est rostrata. Et puis Ornithogalum orthophilodon, Et oui. hein, qui est une plante courante, hein, faut pas. Mais bon, on se régale toujours quand on la voit. C'est une petite plante qui fait plaisir. Alors celle-ci, on la voit aussi un peu partout. Il n'y en a pas des tonnes, hein, dans le dévolu. Hein. Homogine alpina, il y a des zones où on en trouve des quantités. Ici, on l'a voyé par-ci, par-là. La petite polygala alpestris, qui est une toute petite polygale, très petite, très naine. Hein. C'est alpestris. Voilà, Saxifraga moscata, que je te disais tout à l'heure. Hein. Donc moscata, bon, il y a la forme des feuilles, il y a la couleur de la fleur. Là. Bon. Les Pyrénées sont plus riches, ouais, cette année dans les Pyrénées sont plus riches en saxifrage que les Alpes. Hein. Ah bon? Ah oui. Bon, bah, c'est le seul endroit où je l'ai trouvé, Sedum atratum, c'est l'espèce atratum. Alors la plante qui est la plus fleurie, elle est à droite. Attention, hein, c'est, allez, 3 cm de haut ce machin-là. Minuscule. Hein, Tu étais allongé là quand t'as pris la photo. tu m'as vu? Bien, ouais, t'étais allongé. Ah bon? Sénécio doronicum. Cyaenacolis, l'espèce bryoides. Alors c'est l'espèce qu'on a toujours appelée autrefois alcolis. C'est la plus courte, la bryoides, celle qui est un peu plus longue, et la vraie alcolis, la tige beaucoup plus longue et la fleur un peu plus grosse. Là, c'est vraiment bryoides. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire en pas engueuler, parce que non. Tu t'es allongé là-dedans. Combien de fois j'ai quelqu'un qui est pas loin de moi qui m'a fait quelques reproches en me disant t'aurais pu nettoyer autour de tes plantes, hein, parce que les petites tiges qui traversent, c'est pas terrible. Bien. C'est naturel. Oui, c'était drôle aussi. Ah, Tulipe sylvestris, c'est l'espèce australis. Bien, avec une belle station. Hein, On avait Une beaucoup. très belle station. Ouais, pas mal, hein. c'est pas une plante rare, hein, Non. parce que ah non non On non, n'en a pas vu beaucoup. Hein. Pas ah du non non non, vous la trouvez aussi bien dans le Var, on la trouve un peu partout. On la trouve en Catalogne, on la trouve. C'est une plante méditerranéenne.
En Haute-Provence, il y en a plein. Hein. En Haute-Provence, il y a des belles stations. Ah ouais. Moi, j'en ai vu sur la Sainte-Baume, au milieu des iris lumina, hein, iris lutescence, des trucs sympas. Oui, oui. Hein, ouais. Ça, c'est plus rigolo à photographier. Véronica Avila, quand même, hein, elle est grosse ma plante. Hein. Bon, je ne sais pas si elle faisait 4 cm de haut, mais Combien 2 cm 4. À 4 Ah bon. Oh non, non, faut pas. C'était au rabou aussi. C'est au rabou. D'accord. Et puis, ben, Viola Bifora. Ça, vraiment, le rabou. Le rabou, c'était chouette. Hein. Ah ouais. Alors, en descendant. Ah non, avant, on a vu Ah, oui. ça. Ah, quand même. Hein, Je me au demandais pli si vous avez argentéa. vu. Hein, au pli argentéa. Ben, l'opli, beaucoup de gens savent ce que c'est qu'une opli. Non, c'est la peine. Non. C'est un petit hameçon. Ça ressemble à une petite cétoine, je veux dire. Oui, c'est tout. Ça, Ça ressemble à une toute petite cétoine. En plaine, on a. Cérulaire. Elle est bleue. C'est le oplia Cérulaire. cellulaire. Hein, Il y a d'accord. la céruléa qu'on a vu. Donc on va trouver en bordure des rivières, En pleine. des fleuves, hein, puisqu'on l'a en bord de Loire en quantité, hein, Ouais. fin juin, début juillet. Mhm. Hein. Mais elle est bleu acier. Oui, là on l'a vu c'est à Rabou. Au rabou. Non. Bleu. Non. Ah, moi j'ai une photo en bleu. Hein. Ah ben non, mais c'est pas argentéa, c'est pas. C'est céruléa. Ça me paraît bizarre. Tu l'as pris? Là, je l'ai, mais je l'ai pas là. Mais j'ai Ça me paraît bizarre parce que c'est pas du tout son biotope en plus de ça. Je te reverrai. C'est pas du tout son biotope. Biotope, c'est carrément dans des plantes fraîches qui poussent au bord de l'eau. Hein. Ouais. De Saxon. Avec ici Gymnadenia corneliana, sous-espèce corneliana. Tu regardes bien, Joël. Ça, c'est la sous-espèce corneliana. Oui, c'est celle qui est Hein, rouge. c'est la en haut. vraie. Oui. Hein, qui peut être blanche aussi en dessous. Mhm. Hein. Et après, on peut faire suivre la deuxième, qui est Corneliana, variété Bourneriasi. C'est la même, mais qui est toute rouge, qui a été dédiée à Marcel Bournerias, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ce monsieur. Je crois qu'il faisait surtout de la phytosociologie, je crois. Mais, hein, avec, en descendant, pas loin d'une fumière, une autre Gymnadenia. Alors, pour les gens qui ne veulent pas accepter Gymnadenia, vous pouvez l'appeler Nigritel, hein, c'est pas Ah grave. bah voilà, je me Hein? disais aussi, ça a changé dans ce truc. Oh, Tout change. on nous dit rien en plus. Celle-ci, c'est la première qui fleurit. C'est donc Nigritella austriaca. Pour vous faire plaisir, variété ibérica. C'est la première nigritelle de la saison, qui est une nigritelle noire. Alors, toutes les nigritelles noires, quand on les prend en photo, elles sortent au rouge. Oui, elles sont pas noires. Mhm. Hein. Bon, j'ai rarement vu des photos quand elles sont noires. Bon, noires, elles sont. Noires, Mais là, elle était noire en vrai. ah, elle était noire, noire comme la nigritelle noire qu'on voit d'habitude en montagne. Hein. Cette couleur-là. Mais les photos sont toujours plus rouges que la fleur en vert. Rouge sombre. Elle est plus sombre. Hein. C'est Mais on voit quand même qu'il est un petit peu noir. plus dans les couleurs où il y a de l'ombre. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, sa vraie couleur. C'est laquelle qui s'appelle Rélicani? Alors, Rélicani, c'est l'ancienne Nigra. Facile. Elle s'appelle Gymnadenia Rélicani. Stop. C'était noir. Ça, c'est une Nigra pourtant. Ça, c'est une Nigra. La Rélicani est beaucoup plus pointue, elle est beaucoup plus tardive. Et puis quand on regarde, il y a celle-ci a plus de dents sur les bractées, mais là, il faut la loupe. Hein. Et puis la forme de la fleur, il y en a une qui est plus enserrée que l'autre. Bon, Non, mais les grecquettes, c'est devenu compliqué. c'est devenu très compliqué. Elle s'hybride pas celle-là. Alors, les nigritelles, pas aussi bridées entre elles, mais comme elles ne sont pas toujours ensemble,
pas sûr. Mais par contre, elle s'hybride très bien avec Gymnadenia conopsera. Et ça fait de très belles plantes. Ah, dis donc, parce que c'est pas la même. Mais Dehors. dans les Pyrénées, où on n'a pas les mêmes pollinisateurs qu'on va trouver dans les Alpes, les Gymnadenia conopsera, on va les trouver hybridés avec des dactylorhiza. Bon, monsieur, histoire de s'amuser. Si je les retrouve, parce que ça fait quand même 2011 la dernière fois que j'y suis allé, donc là, 2011, 2025, ça fait quand même 14 ans. Il y a eu le temps de faner. Hein. Elle a eu le temps de faner. Et là, eh bien, regardez, une belle brochette là. C'est le jeudi. Bon, alors à gauche, Annie, qui arrive de la région de Toulon, on va dire, hein, Céreste exactement, à côté de Roquefort-la-Belloule. Nous avons André, là, qui est devant nous, radieuse, notre jurassienne, hein, qui vient du Jura. À droite, Christiane, devant, oui. Ouais. Hein, donc Christiane, elle vient de Hénin-Beaumont. À droite, tout à fait à droite, vous avez Michel. Alors Michel, C'est un- alors, De la Le Nuridite. disons qu'elle est adorable, mais c'est un chef d'orchestre. Exactement. C'est incroyable. J'adore Georges Sand. Ouais, la dorseuse de sang, ça, tout le monde le sait, parce qu'on l'a rencontré une fois, hein. On a vu son Elle s'intéresse à plein de choses. Et puis derrière, ben, vous avez Carmen ici, la petite sœur à Marie-Jo qui est derrière. Voilà. Voilà. Hein, je vous les ai présentés. Alors ce jour-là, le matin, il avait fait un temps exécrable. Exécrable, on n'a pas pu sortir de la matinée. Et puis je me balade toujours avec une petite clé, là, mais c'est pas grave, c'est sympa, les petites clés USB, là, c'est sympa, on peut mettre un tas de choses là-dessus. Et on a passé, on a trouvé une télévision qui avait une prise USB. On a mis la clé USB et j'ai passé un petit peu en vrac des photos que j'avais prises Du Var. quelques mois avant dans le Var. Avec quelques plantes sympas, hein, entre autres, on avait Fritillaria involucrata par exemple, qui est pas mal, hein, bon, des plantes comme ça qui étaient sympas. Donc là, voici tout le groupe et naturellement une des plantes les plus faciles à photographier, Aquilegia vulgaris. C'est pas si facile si on Celui apprend qui- bien par Ah, ceux qui loupent des photos Quand il y a du vent. Moi, mes plus belles photos en Aquilegia, c'est incroyable. Ah ouais. Ah bah, je les trouve très 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 photogéniques. C'est sûr. Alors, Aquilegia vulgaris, après Buphtalmum salicifolium, qu'on peut trouver en basse altitude également. Hein. Après, Serap minor sous l'espèce auriculata. C'est quoi ça? C'est une plante assez sympathique. Elle n'était pas superbe comme on peut l'avoir à certains endroits parce qu'elle avait été un petit peu chahutée. Dans la forêt, C'était le long de la route. sous la pluie un peu. Oui. Oui, l'après-midi après la pluie. On avait trouvé Digitalis grandiflora. On a commencé à fleurir les grandiflora. Au moment de partir, on commençait à les voir. Ça, c'est superbe. Là, on peut trouver des plantes qui sont de cette couleur-là, jaune pâle, jaune, et puis même couleur rouille. Il me semble qu'il y avait aussi des lutéas là. Non? C'est ça? Ça, c'est pas la lutéa. C'est grandiflora. L'UTA, il y en avait peut-être. Mais c'est une toute petite fleur. Oui. Hein, petite fleur, pas une feuille pubescente comme ça, mais une feuille brillante, petite feuille brillante. Oui, c'est Mais pas pareil. c'est pas tout. Mais ça, c'est pas l'UTA, c'est une grosse fleur. Hein. Avec, qu'est-ce qu'on a encore vu? Bah, Linaria repince, Ah ouais. c'est une belle plante, hein, on en Très trouve. joli de près. Hein. Moi, j'en ai dans ma rocaille, mais ça envahit un peu partout. Alors là, je vous ai mis Neocia nidus avis, mais derrière, vous avez une branche. C'est pas une tige qui vient de faner, hein. C'est la tige de l'année précédente.
Les nez aussi, quand elles sèchent, c'est un truc qui c'est presque dur comme du bois, hein, ça dure plus d'1 an, hein, la vieille tige. Hein. Donc c'était la tige de l'année précédente. On ne retrouve pas toujours. Pourquoi? Parce que souvent, elle est monocarpique, c'est-à-dire qu'elle fleurit, elle disparaît. Elle peut réapparaître avec quelques kystes qui se sont formés sur le bout des racines, mais souvent, elle se ressème et elle se ressème ailleurs. Puis un peu partout. Alors toutes ces orchidées qui se ressèment comme ça, on dit qu'elles se déplacent. Elles ne se déplacent pas, c'est parce qu'elles se ressèment plus loin. Vous avez Ophrys apifera qui fait ça, les gens vont trouver ça dans leur pelouse. Il y a des fois, oh, ben, monsieur c'est une orchidée, ou madame c'est une orchidée. Alors vous les voyez après tourner autour des orchidées, puis cette année elle fleurit et elle crève. Hein, parce qu'elles sont monocarpiques. Avec ça, alors ça, c'est dommage, la photo n'est pas bien claire. Il y avait un truc particulier, c'était une hybride aussi. C'est non, Pas celle-là. non, on n'a pas vu d'hybride. C'est Non, on a, ça c'est Cephalanthera muelleri. Alors, ce sont les nouvelles espèces qui ont été décrites dernièrement. Longtemps, on les a pris pour des hybrides entre Bifolia et Chlorantha, parce qu'on a les anthères qui sont un peu rapprochés, sans être complètement rapprochés, mais souvent on a ce long éperon qui est horizontal et très long, hein, et en même temps, comment dire, fleurir en même temps que Bifolia, mais elle a les caractères en même temps de Chlorantha. Et il y a plein de choses. Elle est beaucoup plus présente qu'on le pense. Dans le Var, j'en connais plein de stations. J'en connais une dans la forêt d'Orléans. J'en connais, bah, j'ai vu cette station-là que Pierre m'a montré, parce que quand je lui ai parlé de ça, il m'a montré ça. Donc pour moi, c'est Muelleri. Les ADN ont été faits, il n'y a pas de problème. Hein, Stachys recta, sous-espèce recta, c'est une très belle Stachys, ça c'est beau ça. Ah, là, ça va vous demander quand même un petit peu. Là, il y a de quoi bouger, là. super intéressant. Là, nous sommes. Regardez, vous avez un torrent qui passe là. Hein? Vous voyez bien, il y a un torrent où il y a toute la vapeur d'eau. Mais le torrent, normalement, il n'y a pas de vapeur d'eau. Le torrent s'appelle la Souloise. Et au-dessus, vous avez une exurgence. Alors, c'est pas une résurgence, c'est une exurgence. Quand même te regarder, là, j'ai pas mis hein, la définition, mais il y a toute une définition. C'est quand même une rivière souterraine qui se forme sous le massif du dévolu et qui ressort. Là. Et les différences de température, ça vous forme ce nuage. Alors vous arrivez là, vous voyez ce nuage, et vous avez un bon torrent, un torrent assez large, hein, c'est pas un petit torrent. Hein, et vous voyez cette vapeur. Ça, voilà. Hein, donc c'est Très impressionnant. les sources, ça s'appelle. C'est souvent comme ça, je les vois tout le temps dans cet état-là. Ça varie, ça varie. Ça va. Ça varie selon la quantité d'eau qui va tomber sur le massif, entre autres. Puis au printemps, il y en a plus. Au printemps, il y a l'hiver qui est passé entre-temps, hein, bien entendu. Hein. Et ça, ces sources, ça s'appelle les sources des Gillardes, parce qu'il y en a deux. Il y en a une un peu plus loin qui est beaucoup plus petite. Et je crois qu'en France, il y en a deux des exurgences comme ça. Je crois au moins un truc comme ça. Il y en a très peu en France. C'est une sorte de fontaine vauclusienne. C'était assez sympa. Donc, en même temps qu'on allait voir les plantes, eh ben, on est venu là. On a vu ce phénomène qui est sympa, hein, ça valait le coup. On a continué à faire du tourisme. Donc là, vous voyez, hein, l'eau qui descend avec la vapeur, mais là, c'est le torrent, c'est la Souloise. Là, c'est encore autre chose. On arrive, vous voyez, ça, ce sont des dépôts d'un lac. C'est un lac qui a fait ces dépôts-là. Et sur plusieurs kilomètres au milieu de la montagne, vous avez comme ça un plateau, mais qui est avec une route à tirer au cordeau sur 4 km. Tout est droit, tout est plat, tout impeccable. Bon.
Donc ça, ça s'appelle la plaine de Pélafol. Et le lac qui était là s'appelait le lac du Beaumont. Là, c'est le jour suivant. Le jour suivant, c'est donc le vendredi, le dernier jour. On était sur la corniche du village de la Cluse. Où là, bon, vous les voyez, c'est une petite route, hein, il y avait un tas de choses à voir. Entre autres, C'était riche. Hein. Antilis vulneraria, espèce alpestris, avec une plante que tout le monde connaît, Saponaria ociminoides. Là, je ne l'ai pas pris en fleurs parce que c'est pas sa saison d'être en fleurs, mais comme c'est une plante peu courante, c'est Artemisia alba. Avec Dianthus saxicola, alors c'est le nouveau nom du Dianthus sylvestris. Hein. Alors, là aussi, on arrive à en déterminer quelques-uns, mais pour tout déterminer, c'est pas évident. Hieracium en plexicole. Tout ça sur les mêmes rochers. Hein. Et dans un jardin, en partant, Ioseamus niger, hein, ben ça c'est une plante dans un jardin qui pousse toujours après des labours, après un an après, ou sur des talus où on arme la terre et autres. Hein. Bon, la photo est un peu trouble, même beaucoup trouble. Silène saxifraga, alors derrière la fleur, les pétales sont verts. Hein. Vicia tenuifolia, qui n'est pas une plante rare, hein, c'est une veste du groupe Craca, hein, à feuilles très fines, et il n'y a plus rien. C'est fini.